Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre préparation pour le bac. Au programme d'aujourd'hui, un petit peu de chimie puisqu'on va corriger l'exercice numéro 1 qui est tombé en Polynésie française en 2023. Donc, c'est un exercice qui s'intéresse à Carl Friedrich Mohr, donc qui est un chimiste, et on va s'intéresser dans différentes parties à plusieurs choses auxquelles il a contribué. Donc, le sel de Mohr, le chauffage à reflux et le dosage par titrage. Donc dans la première partie, on s'intéresse au sel de Mohr, qui est un solide ionique dont on nous donne la composition, donc NH4,2, Fe, SO4,2 et 6 molécules d'eau. Ensuite, on nous donne quelques données numériques, donc sur des masses molaires. Et puis pour la première question, on nous demande d'écrire les demi-équations redox des couples Fe3 plus Fe2 plus et O2H2O. Donc, bon, voilà, donc on a deux couples. Donc on va commencer par le premier, donc Fe3 plus Fe2 plus. Et donc on va commencer par Fe3 plus d'un côté et puis Fe2 plus de l'autre. Donc ici au niveau des atomes, ça va assez vite et équilibré. Il y a un atome de fer de chaque côté et c'est tout. Donc il y a juste les charges à équilibrer. Il y en a 3 positives à gauche, 2 négatives à droite. Donc il faut compenser par un électron à gauche. Et pour le deuxième couple, donc O2H2O, on va faire la même chose. On va d'abord équilibrer les atomes d'oxygène. Il y en a 2 à gauche, 1 à droite. Donc on met un coefficient 2 devant l'eau. Et en faisant ça, de ce fait-là, on a 4 hydrogènes en trop à droite. Donc on compense avec 4 ions H+, à gauche. Mais maintenant, il y a 4 charges positives à gauche alors qu'il n'y en a pas à droite. Donc il faut compenser avec 4 électrons. Et il faut utiliser ces demi-équations pour justifier l'équation de la réaction qui modélise l'oxydation des ions fer2 par le dioxygène. Donc, pour ça, ici, donc, au niveau des réactifs, on va avoir des ions Fe2+, qui vont réagir avec de l'oxygène, du dioxygène. Mais ici, au niveau des charges, il y a un truc qui va pas. Là, on a 4 électrons, il n'en en a que 1, donc il va falloir multiplier cette équation par 4 pour avoir le même nombre d'électrons pour qu'ils se simplifient de chaque côté. Et à la fin, donc, on va avoir 4 Fe2+, plus O2, plus 4H+, qui va donner donc Fe3, enfin 4 Fe3+, et 2 molécules d'eau. Et c'est exactement ce qui est proposé dans l'énoncé, donc tout va bien. Ensuite, pour la question 2, on prépare un volume de 100 ml d'une solution aqueuse de sel qui contient donc 2 grammes de sel de Mohr. Et donc, on nous donne l'équation qui permet de modéliser la dissolution du sel de Mohr dans l'eau. Et il faut d'abord vérifier que la valeur de la masse molaire mCl du sel de Mohr est égale à 392 grammes par mol. Donc, pour ça, on nous donne la formule brute du sel de Mohr. Donc, c'est NH4,2, Fe, SO4,2 et 6 molécules d'eau. Donc, la masse molaire du sel de Mohr, si on compte au niveau des atomes, ça va être 2 fois la masse molaire de l'azote. Des soufres, on en a 2 aussi, donc 2 fois la masse molaire du soufre. Des oxygènes, on en a 8 ici et 6 là, donc 14. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore pris? Le fer, on en a 1, donc plus la masse molaire du fer. Et puis, je crois qu'il reste les hydrogènes, donc on en a 8 ici, et on en a 12 là, donc plus 20 fois la masse molaire de l'hydrogène. Et quand on fait l'application numérique, on tombe bien sur 392,0 grammes par mol. Et pour la question 3, on nous demande de calculer la valeur de la concentration en soluté apportée. Donc on ne nous le précise pas, mais j'imagine que c'est la concentration molaire et non pas la concentration massique, puisqu'on vient de nous demander de calculer la masse molaire. Donc on va avoir la concentration en sel de Mohr qui va être égale donc à la quantité de matière apportée sur le volume V de la solution. Et la quantité de matière, on l'a pas directement, mais on nous donne la masse introduite et on vient de calculer la masse molaire. Donc on va avoir M sur MCl, la masse molaire du sel de Mohr, fois le volume. Et ça fait, quand on fait l'application numérique, 5,10, 10 moins 2 mol par litre.
Et il faut aussi justifier qu'on peut connaître simplement la concentration molaire des ions fer2 à partir de la concentration molaire du sel de mort. Et donc ça, on peut le comprendre en regardant l'équation de dissolution du sel de mort dans l'eau, puisque pour un équivalent de sel de mort dissous, on va obtenir un ion fer2. Donc ce qui veut dire qu'en fait la concentration en ion fer2, elle est égale à la concentration du sel de mort. Ensuite, donc c'est tout pour cette première partie sur le sel de mort, et maintenant on va parler du chauffage à reflux, donc qui est un dispositif qui a été mis au point justement par Mort. Donc on nous propose un schéma donc qui représente le montage justement du chauffage à reflux, et il faut nommer pour la question 4 différents éléments de ce montage. L'élément numéro 1, donc c'est un réfrigérant à boule, et d'ailleurs ça a l'air d'être un réfrigérant à eau vu qu'il y a une entrée et une sortie pour l'eau. Ensuite, le numéro 2, c'est le ballon qui contient le milieu réactionnel. L'élément numéro 3, ça va être l'agitateur magnétique qui est a priori aussi une plaque chauffante. Et d'ailleurs, généralement, on utilise plutôt un chauffe-ballon, mais c'est aussi tout à fait faisable avec une plaque comme ça. Et puis, en numéro 4, donc il y a un support élévateur pour pouvoir rapidement éloigner le milieu réactionnel de la source de chaleur en cas de problème. Ensuite, on nous dit qu'on s'intéresse à la synthèse d'un ester qui a l'odeur de rhum, le méthanoate d'éthyle. Et donc, pour ça, on met en présence donc un certain volume d'acide méthanoïque avec un certain volume donc de 10 ml d'éthanol. Et puis, on nous donne la réaction donc qui permet de modéliser cette synthèse organique. Et pour la question 5, on nous demande de nommer les groupes caractéristiques présents dans les 3 molécules. Donc, on a d'abord l'acide méthanoïque, on a aussi l'éthanol, et puis le méthanoate d'éthyle. Donc ici, au niveau des groupes caractéristiques, comme son nom l'indique, l'acide méthanoïque contient un groupe carboxyle. L'éthanol, c'est un groupe hydroxyle, donc qui correspond à une fonction alcool. Et puis ici, on a un groupement ester dans le produit final. Et il faut représenter la formule topologique du méthanoate d'éthyle. Bon, en fait, je l'ai fait en même temps que la question précédente, donc c'est ceci. Pour la question 7, il faut citer 2 avantages d'un chauffage à reflux et indiquer une précaution à respecter dans le cadre de cette synthèse. Donc, le chauffage à reflux, ça permet généralement d'accélérer la réaction. La température, c'est ce qu'on appelle un facteur cinétique, donc ça a une influence sur la vitesse de la plupart des réactions. Et généralement, plus on chauffe et plus la réaction va vite. Donc ça permet de gagner du temps. Et donc ça c'est pour la partie chauffage. Et l'avantage du reflux, c'est de limiter les pertes. Parce que forcément, si on chauffe, on va avoir tendance à faire évaporer des choses. Mais nous, on n'a pas envie de les perdre, ces choses. Donc c'est pour ça qu'on met un réfrigérant pour justement recondenser les vapeurs et les faire retomber dans le milieu réactionnel. Donc les 2 avantages, c'est ça, accélérer la réaction tout en limitant les pertes. Et puis, il faut aussi indiquer le rôle joué par l'acide sulfurique qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction de synthèse. Donc, dans beaucoup de synthèses organiques, on ajoute de l'acide. Et généralement, ces acides ont le rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'ils vont permettre eux aussi, comme la température, d'accélérer la réaction, mais ils vont être régénérés à la fin, donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans l'équation de bilan, parce que sinon il faudrait les mettre à gauche et à droite, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et quelque chose qui permet de dire que c'est bien un catalyseur, c'est que généralement on nous dit que on ajoute le catalyseur, enfin l'acide en petite quantité. Donc ça c'est bien le cas, on nous dit de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Ensuite pour la question 9, il faut calculer les valeurs des quantités de matière en acide méthanoïque et en alcool. Donc pour ça on nous donne des volumes, on nous donne des masses volumiques et on a les masses molaires. Donc on va avoir, donc pour la question 9, donc la quantité d'acide qui va être égale à la masse volumique d'acide fois le volume d'acide, donc qui va permettre de trouver la masse introduite, et on divise par la masse molaire pour avoir la quantité de matière. Et on va faire la même chose pour l'alcool, ça va être exactement la même formule, mais les notations seront différentes.
Et puis après, il suffira de faire l'application numérique. Donc on a tout ce qu'il faut, on a les trois choses hein, pour on nous dit qu'on met 7 ml d'acide méthanoïque et 10 ml d'alcool. Et quand on fait l'application numérique, on trouve donc 1,9 10 moins 1 mol pour l'acide et 1,7 10 moins 1 mol pour l'alcool. Et il faut justifier que l'alcool est le réactif limitant. Donc pour la deuxième partie de cette question. Et là, si on regarde l'équation de bilan qui est donnée dans l'énoncé, on a des coefficients stoichiométriques 1 pour l'acide méthanoïque et l'alcool. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on peut directement comparer les quantités de matière entre elles, vu qu'on a les mêmes coefficients stoichiométriques. Et là, comme on a moins d'alcool au début que d'acide, eh bien on peut effectivement en conclure que c'est l'alcool, donc l'éthanol, qui est en quantité limitante. Ensuite, on nous dit pour la question 10 que dans les conditions de l'expérience, le rendement est de 70%. Et il faut calculer la valeur de la masse d'ester qui a été produite. Et si on regarde l'équation de bilan, à chaque fois qu'on consomme une molécule d'acide méthanoïque et une molécule d'éthanol, on produit une molécule d'ester. Donc là, ici, si le rendement est de 70%, ça veut dire que, en gros, on va consommer simplement 70% de l'alcool. Donc, ici, la quantité de matière d'ester qui a été produite, ça va être égal au rendement fois la quantité de matière initiale d'alcool. Mais nous, on veut pas la quantité de matière, on veut la masse d'ester. Donc, pour passer de la quantité de matière à la masse d'ester, il faut multiplier par la masse molaire de l'ester. Alors, je sais pas comment elle est notée. MS. Et donc, si on fait ça, eh bien, on obtient normalement une masse de 8,9 grammes. Ensuite, on dit que pour optimiser le rendement de la synthèse, il est possible de faire une distillation fractionnée. Et pour la question 11, il faut expliquer en quoi c'est utile. Donc, le montage de distillation fractionnée, si on le regarde un peu, donc il y a une partie qui va ressembler au montage de chauffage à reflux, sauf que le réfrigérant, il va être décalé, il va pas être dans l'axe du ballon. Et ce qui va permettre en fait de toujours recondenser les vapeurs, mais de pas les faire retomber dans le milieu réactionnel, mais dans l'Erlenmeyer qui est à droite. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi, en éliminant des choses du milieu, on permet d'augmenter le rendement de la synthèse. Et donc, pour ça, il faut regarder les températures d'ébullition qui sont fournies dans le tableau. Et le composé qui a la température d'ébullition la plus faible, c'est le méthanoèthe d'éthyle, donc le produit qu'on cherche à synthétiser. Il a une température d'ébullition de 54,3 degrés Celsius. Ce qui veut dire que ça va être lui qui va être principalement évaporé pendant la distillation fractionnée, et donc on va éliminer principalement du méthanoèthe d'éthyle à cause du chauffage. Et donc ça, en fait, ça va créer ce qu'on appelle un déplacement d'équilibre. Parce que pour déplacer un équilibre, il y a deux solutions. Soit rajouter beaucoup des réactifs, soit éliminer les produits au fur et à mesure de leur formation. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On élimine le méthanoèthe d'éthyle, donc l'ester qu'on cherche à synthétiser au fur et à mesure qu'il est produit. Donc on va déplacer l'équilibre en faveur de la synthèse de l'ester. Et maintenant que je revois les pictogrammes sous les yeux, je me rends compte que j'ai oublié un morceau de question. C'était la question 7. Pour les avantages d'un chauffage à reflux, on l'a dit, mais il fallait aussi indiquer une précaution à respecter. Donc là, on a des produits corrosifs, typiquement pour l'acide méthanoïque et inflammable. Donc, c'est toujours le même genre de réponse à ces questions. On met les équipements de protection individuels, donc blouse, lunettes, gants. Donc, on a expliqué donc l'histoire de déplacement d'équilibre pour la question 11. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie qui concerne les dosages par titrage. Donc, qui ont aussi été mis en place par Moore. Donc, on nous dit qu'on dispose de deux solutions pour faire un dosage par titrage, donc une solution de chlorure de potassium et une solution de nitrate d'argent. Et on souhaite connaître la concentration des ions chlorure. Donc, parmi les solutions S1 et S2, il faut dire laquelle est la solution titrée et laquelle est la solution titrante, et indiquer laquelle doit être dans la burette. Donc, la solution titrée, c'est celle dont on ne connaît pas la concentration, donc en l'occurrence la solution 1 de chlorure de potassium.
Et la solution titrante, c'est celle dont on connaît la concentration. Donc là, ici, en l'occurrence, la solution S2 de nitrate d'argent. Et donc, c'est la solution titrante qui doit être dans la burette, donc ce sera la solution S2. Et même si c'est pas explicitement demandé, moi, pour les exercices de titrage, j'encourage toujours les étudiants à faire un schéma pour vraiment un peu clarifier les choses et puis faire un état des lieux de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Donc on n'est pas en étude d'art, donc pas la peine de faire un truc très sophistiqué. On a une burette, un bécher. Dans le bécher, donc on va avoir la solution titrée, donc la solution S1. Donc de chlorure de potassium. On connaît pas la concentration, mais elle est notée C1, et on connaît le volume de 200,0 ml. Et dans la burette, ça va être la solution S2, et elle, on connaît sa concentration, donc c'est 0,080 mol par litre. Et le volume, je sais pas comment il est noté, oui, donc c'est le volume à l'équivalence, donc V de E, on nous dit que c'est 7,5 ml. Donc pour la question 13, ah oui, et donc on repère l'équivalence avec un indicateur coloré. Donc qui fait apparaître un précipité rouge après, enfin qui permet d'observer un précipité rouge juste après l'équivalence. Pour la question 13, il faut définir l'équivalence d'un dosage par titrage, puis déterminer la concentration C1. Donc à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation bilan du titrage, et donc à l'équivalence, là ici sachant que la réaction de support de titrage c'est Ag+, plus Cl- qui donne AgCl, eh bien on va pouvoir dire que la quantité de matière de NAG+, sur 1, donc le coefficient stoichiométrique, c'est égal à la quantité de matière de Cl- sur 1. Donc autrement dit, si on passe avec les concentrations, on va avoir C1V1 qui est égal à C2V2E. Et nous, c'est C1 qu'on ne connaît pas et qui nous intéresse, donc on va avoir C1 qui va être égal à V2E sur V1 fois C2. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 3,010-3 mol par litre. Et donc, ce titrage, il a été suivi avec un indicateur coloré, comme je le disais, grâce au précipité rouge. Donc ça, le précipité rouge, il apparaît en présence de chromate de potassium, qui est l'indicateur coloré. Mais on peut aussi suivre le dosage par conductimétrie. Et donc, dans ce cas-là, on obtiendrait la figure 4. Donc, pour la question 14, il faut expliquer comment déterminer le volume à l'équivalent à partir de cette figure. Et donc, dans les titrages par conductimétrie, en fait, il va y avoir une rupture de pente au moment de l'équivalence. Donc là, on voit qu'au début du titrage, on a une certaine pente qui est légèrement décroissante, et après, on a une pente beaucoup plus forte qui est positive. Donc, c'est au moment du changement de pente que se produit l'équivalence. Donc là, on pourrait faire la pente pour la première partie du titrage, faire pareil pour la deuxième partie, et regarder pour quel volume les deux pentes s'intersectent. Et donc, on trouverait quelque chose autour de 8 ml, ce qui est cohérent avec ce qu'on nous disait précédemment. Et donc maintenant, il faut expliquer l'allure des pentes, justement à partir des conductivités molaires ioniques des différents ions qui interviennent. Donc pour ça, il faut toujours se demander qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence et qu'est-ce qui change après l'équivalence. Donc avant l'équivalence, bon, ici, on ajoute du nitrate d'argent. Mais sauf que avant l'équivalence, le nitrate d'argent, c'est le réactif en défaut. Enfin, les ions argent sont en défaut, donc ils vont être entièrement consommés. Donc en fait, avant l'équivalence, les ions Ag+, leur concentration, elle va rester à 0. Mais on ne peut pas ajouter des ions argent sans ajouter des ions nitrates. Et eux, ce sont des ions spectateurs. Donc les ions nitrates, eux, par contre, leur concentration va augmenter. Ensuite, on a du chlorure de potassium. Donc le chlorure, lui, va être consommé. Donc sa concentration va diminuer. Et le potassium, lui, c'est un ion spectateur, donc sa concentration ne change pas, elle reste égale. Après l'équivalence, ici les ions argent sont en excès maintenant après l'équivalence. Donc on en rajoute dans le milieu, mais ils sont pas consommés. Donc la concentration en Ag+ augmente. La concentration en nitrate, elle augmente toujours.
La concentration en Cl-, maintenant elle est égale à 0, on a entièrement consommé les ions chlorure, et les ions potassium, leur concentration reste égale. Donc ici, on n'ajoute que des ions, donc on va forcément augmenter la conductivité de la solution. Donc ici, sigma augmente. Et elle augmentera d'autant plus que les ions qu'on ajoute ont une bonne conductivité ionique. Là, par contre, c'est moins clair. On ajoute des ions, donc les ions nitrates, mais en même temps, on consomme des ions chlorure. Donc, qui l'emporte, on ne sait pas trop. Pour le savoir, il faut regarder qui conduit le mieux entre les ions nitrates et les ions chlorure. Donc ici, dans le tableau, on sait que la conductivité molaire ionique, donc en millisiemens mètre carré par mol, pour les ions nitrates, c'est 7,1, alors que pour les ions chlorure, c'est 7,6. Donc les ions chlorure sont un peu mieux conducteurs que les ions nitrates. Donc au final, même s'il y en a un qui monte et l'autre qui baisse, au global, on va avoir une légère diminution. Et c'est bien ce qui se passe. La pente est légèrement négative, et après, quand on fait que ajouter des ions, elle est franchement positive, la pente. Donc voilà, c'est ce qui explique l'allure des courbes sur la figure 4. Donc on en a terminé pour cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime à la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.